Les animés, un domaine aussi passionnant que mystérieux dans le fonctionnement de son industrie. La preuve, vous avez beaucoup de questions à ce sujet, et si vous voulez en apprendre plus à ce propos, eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Enfin, j'espère. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo 12 questions sur les animés. Vos retours, c'était vraiment un régal à lire. J'espère que vous réserverez le même accueil à cette vidéo, étant donné que, comme promis, j'ai lu vos commentaires et j'ai décidé de répondre à plusieurs de vos questions. On est donc reparti pour parler d'animés, de production, d'industrie, et j'espère que grâce à vos questions et mes réponses, vous en apprendrez plus sur les animés. Sur ce, c'est parti, let's go! Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de la durée nécessaire à la production d'un animé et d'un épisode. Donc assez logiquement, certains se sont posé la question, comment les studios comme la Toei arrivent à garder le rythme d'un épisode par semaine? Alors ici on va plus parler d'animés fleuves à la One Piece, Naruto, Black Clover et compagnie. La première chose à savoir, c'est que non, les studios ne produisent pas un épisode en 6 jours, c'est tout simplement pas possible au vu de la quantité de travail que requiert un épisode d'une vingtaine de minutes. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs équipes qui participent à la production de ce type d'animé. Une équipe va se charger d'un épisode, une autre équipe va en prendre un autre, une autre équipe va prendre le troisième, et ça va tourner ainsi de suite. De plus, puisqu'il arrive de manquer de main d'œuvre, sans deck le métier d'animateur c'est un métier en pénurie, on se demande bien pourquoi, certains employés de la Toei vont chasser des talents dans le domaine de l'animation sur Twitter par exemple ou d'autres sites, et proposent à des freelance donc de faire des cuts. C'est comme ça qu'on se retrouve parfois avec des noms bien de chez nous sur des animés comme One Piece ou Black Clover. Parfois ils ont été repérés un petit peu par hasard via les créations qu'ils ont postées sur les réseaux, et on parlera encore de ça un peu après, mais ça arrive pas qu'aux animés fleuves d'aller chercher des talents en dehors du Japon. Pour l'anecdote, Janice Chan, une fan de Trigger qui travaillait au studio Giant Ant au Canada, a été contactée par hasard un jour par Trigger pour faire le concept art et animé landing de BNA parce que chez Trigger, ils appréciaient tout simplement beaucoup son travail. Mais enfin soit, du coup la gestion de la main d'œuvre, ça fait vraiment beaucoup. Plusieurs équipes, des animateurs externes qui vont bosser sur la production, et ça tourne continuellement ainsi. D'ailleurs, le bail des équipes s'est abordé dans l'animé Shirobako, comme pas mal d'autres trucs d'ailleurs, comme les salaires du staff, les étapes de production d'animé. Du coup, si vous voulez en apprendre plus sur les animés et sur l'industrie, allez voir véritablement Shirobako. Ensuite, très important, le planning. Il faut impérativement une bonne gestion des équipes. Un gros travail de planification est nécessaire, bien estimer le temps qu'il va falloir aux animateurs pour réaliser telle ou telle séquence. Tout ça c'est capital, sinon on se retrouve avec des épisodes qui se pètent la tronche, comme dans Nanatsu no Taizai sur sa fin de la saison 3, et qui décrédibilisent l'œuvre à eux seuls. Ou alors on se retrouve, comme pour Wonder Egg Priority, avec un dernier épisode qui conclut pas du tout la série, et un épisode spécial qui sortira 4 mois plus tard. Enfin, autre raison, et pas des moindres, pour les animés fleuves comme One Piece, ils font clairement les épisodes en longueur pour gagner du temps. En général, on te met un bon gros récap au début de l'épisode avec des plans donc réutilisés de l'épisode précédent. À la fin, on te sort une preview. Il y a l'opening, l'ending en fonction des animés. One Piece n'a pas d'ending par exemple, mais un opening plus long. Il y a une utilisation fréquente de flashbacks, ce qui fait aussi gagner du temps. Des plans fixes, en veux-tu, en voilà. Bref, plein de petites choses qui, sur la durée d'un épisode, font gagner pas mal de temps de production. Et tiens, puisqu'on vient d'en parler, pourquoi les openings de One Piece durent 2 minutes 30 et qu'il n'y a plus d'ending? Aucune raison officielle n'a été donnée à ma connaissance, mais on peut l'expliquer aisément de différentes façons. La plus logique est financière, étant donné que, comme vous le savez, un opening et un ending sont composés respectivement d'un clip et d'une musique. Ces musiques, il faut en acheter les droits et payer les royalties aux différents artistes. Avec cette configuration d'un opening plus long et l'abandon des endings, ils n'ont plus qu'à se tracasser de payer un seul artiste, donc ça leur fait gagner un peu d'argent à ce niveau. Et surtout, vous n'êtes pas sans savoir que dans One Piece, le nombre d'openings et d'endings est assez colossal dû au nombre important d'épisodes. À chaque fois, il faut trouver des concepts pour les clips, créer les visuels, ce qui est assez chronophage, et donc c'est plus simple de trouver un concept et de l'étaler sur 2 minutes 30 sur la même musique. Cette option, elle leur permet de gagner du temps et de l'argent, grosso modo. Il pourrait également y avoir d'autres raisons par rapport à la diffusion à la télé japonaise, mais ça reste à voir. Et pour Hunter x Hunter, c'est un peu la même. En payant une seule musique en guise d'opening pour presque 200 épisodes, ça coûte forcément moins cher que de changer à chaque arc. Combien d'animés existe-t-il? Bon, je sais bien que c'est relou, vous allez entendre ça plusieurs fois au vu de vos questions dans cette vidéo, mais c'est très difficile de donner une réponse juste et concrète. Déjà, il faut savoir ce qu'on prend en compte. Est-ce qu'on souhaite inclure les OAV? Est-ce qu'on compte chaque saison séparément? Est-ce qu'on compte aussi les films, les clips, les courts-métrages, les ONA, les animés chinois, parce que oui, il y en a. C'est un beau bordel, sachant qu'en plus, à la grosse louche, chaque saison, il y a plus d'une centaine de productions qui sortent, donc le chiffre que je vais te donner ici, non seulement c'est pas certain qu'il soit véridique, mais en plus, il sera totalement
diamétralement différent si on regarde cette vidéo quelques saisons plus tard. Mais si je me fie à la seule source en ma possession, à savoir MyAnimeList, et que je prends l'ensemble des productions incluant tous les formats évoqués précédemment, on arrive à un peu plus de 17 500 productions issues de la Japanimation à l'heure actuelle, bien évidemment. Ce n'est pas rien, il est littéralement impossible de tout voir tant certains animés sont à l'heure actuelle totalement inaccessibles. Enfin, certains courts-métrages de Ghibli par exemple sont visionnables uniquement au musée pendant une période bien précise, d'autres animés, surtout les OAV qui ont été faits en quantité très limitée, sont carrément introuvables aujourd'hui, mais ça fait quand même un beau paquet de trucs à voir. Ah là là, et quand je pense que certains viennent me trouver en disant qu'ils sont à court d'animés. C'est quoi un ONA? ONA, c'est l'abréviation de Original Net Animation, c'est un peu la même chose que l'OAV, sauf que c'est diffusé sur internet sans passer par la téloche. Par exemple, un animé qui sort sur Netflix et est dispo sur la plateforme uniquement, comme Crybaby ou Sky High Survival, c'est un ONA. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Comment le staff est-il choisi? Une question assez complexe, faut se le dire, en fait il n'y a pas de règle absolue ici. Je suppose que quand on entend staff, on pense avant tout à deux types bien distincts, à la fois les personnes qui vont travailler sur l'animé d'un point de vue production, les animateurs, chara-designers, coloristes, etc., ainsi que les seiyuu. Pour les premiers, donc, chaque studio travaille différemment en fait. Certains ont des animateurs, des coloristes, des méca-designers à plein temps qui sont vraiment internes au studio et qui vont bosser uniquement sur les prods de ce studio, tandis que d'autres disposent d'une équipe à plein temps composée uniquement de personnes clés de chaque département, genre des chefs d'équipe en gros, et qui vont taffer avec un tas d'indépendants, des personnes qui sont pas forcément associées à un seul et unique studio, qui vont avoir un contrat juste pour l'animé en question. Et puis, il y a les studios qui sous-traitent une partie de l'animé, du travail, à d'autres qui sont très spécialisés. Par exemple, certains ne font que de la CGI et donc s'associent avec plusieurs autres studios qui font de l'animation plus classique pour mixer les deux. Par exemple, Trigger, pour le film Promare, a travaillé avec le staff de chez Sanzigen pour la 3D. Les studios Geno et Colorido travaillent souvent pour la colorisation avec des studios chinois, il me semble. Et comme j'ai dit tout à l'heure avec les animés fleuves, il arrive, pour caricaturer un peu le truc, qu'on aille recruter des animateurs français qui postent leurs créations sur Twitter. Donc il n'y a vraiment rien de figé, chaque production est gérée différemment et chaque studio a sa façon de travailler. Quant au seiyuu, il arrive que le staff sache pertinemment quel seiyuu il souhaite pour tel ou tel perso, parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble et que la collab s'est plutôt bien passée, ou parce qu'ils sont convaincus que pour ce personnage en particulier, il faut cette seiyuu et pas une autre. Il arrive toutefois pour la plupart des cas que les seiyuu soient choisis sur base d'audition. Du coup, les seiyuu passent devant le staff phare, on va dire, de l'animé et lisent leurs lignes puis sont sélectionnés ou non. Et attention, le critère n'est pas toujours la performance en tant que telle. La réputation et le coût du seiyuu peuvent parfois peser très lourd sur la balance. Parfois, un staff ne peut pas se permettre de payer certains seiyuu qui sont beaucoup trop chers, parfois d'autres veulent absolument les plus réputés, comme ça ils vont pouvoir l'afficher en grand sur l'affiche promotionnelle de l'animé, ce qui permettra de générer directement un certain public, parce que rien qu'en évoquant le nom de cette seiyuu en particulier, seiyuu qui sont pour certaines au Japon dans la communauté otaku considérées comme des superstars, ça leur permettra de directement susciter l'intérêt d'un certain public. Maintenant, c'est pas toujours le cas, attention. Shinkai par exemple pour Tenkinoko a fait passer des auditions et a décidé de sélectionner pour les deux persos principaux de jeunes seiyuu qui n'avaient encore travaillé sur aucun animé. Bref, tout ça pour dire que le choix des seiyuu est très important, que ça se fait très souvent sur base d'audition, mais que certains ont le luxe de ne pas en passer étant donné qu'ils sont sélectionnés au préalable pour leur prestige, pour leur renommée, ou parce que simplement le staff a décidé qu'il fallait cette seiyuu et pas une autre. Quels sont les animés les plus influents? Ici c'est trop compliqué malheureusement, il faut savoir qu'il y a eu un tas d'animés influents qui ont façonné de différentes manières l'animation japonaise telle qu'on la connaît aujourd'hui. On pourrait citer le sabre flambant neuf d'Anawa Ekonai qui est le premier animé qu'on ait pu dater et donc a pu à l'époque donner l'envie d'exploiter l'animation en tant que telle dans différents milieux et pour des objectifs divers et variés, notamment pour sensibiliser les habitants japonais sur différentes thématiques, voire même pour faire de la propagande, oui. On pourrait parler également de Astro Boy de Osamu Tezuka qui a instauré pas mal de codes, aussi bien d'un point de vue production que diffusion, qui sont encore d'application aujourd'hui. De par les thèmes qu'il aborde et son esthétique visuelle révolutionnaire, le fameux Akira de Otomo a marqué aussi bien l'animation japonaise que les autres médiums également, sans parler de plein d'autres animés comme Neon Genesis Evangelion ou même aussi Nausicaa, sans quoi Toshio Takahata Miyazaki ne se serait pas rencontré et donc n'aurait pas fondé le studio Ghibli qui est probablement le plus prestigieux et qui a le plus contribué à donner de la reconnaissance à l'animation japonaise aux quatre coins du monde. Tout ça pour dire qu'on pourrait citer plusieurs animés différents qui ont chacun eu un impact particulier sur l'industrie, mais n'en citer qu'un, c'est très compliqué, voire pour ma part en tout cas vraiment impossible. Quels sont les Blu-ray les plus vendus? Pour faire très rapide, Bakemonogatari avec plus de 79 000 ventes pour sa première édition et 33 000 pour sa réédition. Un animé du studio Shaft sorti en 2009. Je vous mettrai un petit lien dans la description avec un tableau reprenant les meilleures ventes de Blu-ray pour votre plus grand plaisir.
Maintenant, attention, ça veut pas dire que Bakemonogatari c'est l'anime le plus connu de tous les temps. On parle de vente de Blu-ray, hein, ici, qu'on soit bien d'accord, même si ça témoigne quand même de la renommée de l'anime, étant donné que s'il a eu un succès commercial assez notable, bah c'est pas pour rien. Pourquoi les animés n'ont-ils pas de suite ? Il faut savoir que la plupart des animés ne sont pas originaux, ce sont des adaptations de light novel, de manga, voire même de jeux vidéo. Dans énormément de cas, l'animé existe uniquement pour faire de la pub au format d'origine. C'est dommage, mais c'est comme ça. En gros, l'animé, c'est une énorme publicité, on pourrait voir ça comme ça. Alors autant en Occident, c'est vrai que ça peut paraître assez bizarre parce qu'on est vraiment super focus animé, bien plus que sur les mangas, les visual novels et surtout les light novels. Non, sans deck, il y a littéralement 50 personnes en francophonie qui lisent des light novels, c'est terrible. Pourtant, des animés adaptés de light novels, il y en a des tonnes, parce qu'au Japon, le LN, bah ça cartonne en fait. Et les animés étant faits avant tout pour un public japonais, ils se disent que pas besoin d'avoir une suite, car avec une première saison, l'objectif de promotion est largement rempli. Et du coup, à moins d'avoir un gros succès, faire une suite c'est compliqué, parce qu'il faut être absolument rentable, et mis à part pour des plus ou moins grosses licences, c'est pas toujours facile de l'être. Grosso modo, pour les comités de production, c'est moins risqué financièrement de se dire qu'on va faire à chaque fois des petits animés de 12 épisodes, plutôt que d'investir dans des suites qui risquent de ne pas fonctionner. Parce qu'en général, plus il y a de saisons, moins le public reste. Vous pouvez faire un comparatif des saisons de My Hero Academia, entre la saison 1 et la saison 4, il y a la moitié des spectateurs qui se sont barrés, peut-être pour lire le manga, peut-être pour lire les scans, peut-être parce qu'ils en ont eu marre, ils se sont lassés, plein de pistes sont envisageables, mais les faits sont là, c'est dangereux de continuer, et encore plus pour les plus petites, entre guillemets, licences. Bref, si vous voulez connaître la suite d'un animé que vous avez adoré mais pour lequel il n'y a pas de suite de seconde saison, eh bien alors il faut se ruer sur le format d'origine. Et si vous le faites, dans ce cas-là, l'animé a parfaitement rempli son rôle. Bon, parfois les studios décident de ne pas continuer l'adaptation d'un manga, de light novel ou autre, parce qu'il y a eu des polémiques, des dramas autour de l'œuvre originale, tout simplement, ou ça arrive parce que l'auteur original tombe malade ou meurt. Ouais, j'ai niqué l'ambiance, je crois. Bref, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette séance de questions-réponses autour de l'univers de la Japanimation. Comme disaient certains dans la vidéo précédente, dans les commentaires, bah plus je réponds, plus il y a de questions, donc n'hésitez pas à en poser dans les commentaires, et si vous n'avez pas de questions, demandez-moi comment je vais, demandez-moi ce que j'ai mangé au petit-déj ce matin, comme dirait Denos. Ça ne vous coûte rien et ça m'aide beaucoup pour mon référencement. Le petit pouce bleu des familles, et sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain live sur Twitch, pour une prochaine vidéo sur YouTube. Bonne journée, bonne soirée, à la prochaine.